Bonjour, nous allons aborder ensemble les frontières délicates entre les différents cycles de l'eau, petit cycle, grand cycle, et particulièrement les situations complexes situées à la frontière entre les différents services. Alors, de quels services parlons-nous déjà? Eh bien, il y en a plusieurs. On retrouve autour de l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif, mais qui ne sont pas sans être en interaction, par exemple, avec la gestion des eaux pluviales urbaines, lesquelles elles-mêmes peuvent être en interaction, dans une certaine mesure, avec la GEMAPI, puisque certains ruissellements sont en interaction avec ces services-là. Également, nous avons de l'autre côté l'eau potable qui est en interaction avec d'autres services comme la défense extérieure contre l'incendie et, au bout de course, les interactions petit et grand cycle avec, par exemple, les prélèvements en eau qui ont des répercussions évidemment sur les stratégies grand cycle, ou les rejets côté assainissement qui vont avoir là aussi des interactions. Alors bien souvent, on va être confronté à des situations assez claires où il n'y aura pas véritablement de difficulté. Une canalisation d'eau potable, de prime abord, est affectée au service public d'eau potable. Encore que, même là, cette canalisation a un rôle à jouer dans l'alimentation autour de la défense extérieure contre l'incendie, même si cette même compétence, en réalité, va bien au-delà qu'une compétence de simple réseau. Par exemple, les réserves qu'on peut constituer en colline, qui ne sont pas forcément reliées au réseau. Mais d'autres situations vont être évidemment plus hybrides, comme évidemment au niveau de la station d'épuration qui rejette des effluents qui peuvent être des eaux mixtes, qui vont avoir des interactions aussi sur la conservation du milieu, ou même une porosité qui s'est introduite récemment sur l'eau potable, avec l'extension autour des périmètres de protection, des leviers sur lesquels peuvent jouer les services publics des eaux en termes de protection et de mise en œuvre d'actions qui vont certes avoir comme vocation de préserver le service, mais aussi, en réalité, en cascade, de préserver la ressource et donc pouvoir empiéter dans certains cas peut-être aussi sur des actions qui auraient pu être portées par d'autres acteurs. Alors, d'abord, on va être très vite confronté à cette problématique de frontière entre le petit et le grand cycle, en se rendant compte qu'il y a cette porosité et qu'on n'arrive pas à toujours mettre dans les cases à certains services. Quand vous intervenez au titre de la GEPU, on a clairement des interactions petit-grand cycle. Quand j'interviens au titre de la défense extérieure contre l'incendie, je vais dans une autre forme d'interaction où je vais être par exemple sur une compétence qui va être à la fois une compétence de service, une vraie compétence, transférable à l'intercommunalité. Et à côté de ça, on va être en réalité avec un service qui est rattaché à des forts pouvoirs de police, rattaché notamment autour du maire, et avec une réflexion de transfert ou non de ces pouvoirs de police. Mais on a donc une autre dimension aussi, c'est ces interactions avec le jeu d'acteurs compliqués entre service public et pouvoir de police. Derrière, nous avons pour le juriste souvent un classement aussi qui lui va être plus sur le fonctionnement au quotidien des services, entre le SPIC, le SPA, donc SPIC, service public industriel commercial, le SPA, service public administratif, et ces questions de pouvoir de police, qu'on peut illustrer à travers ce tableau, qui synthétise une situation qui est parfois un peu plus complexe, avec des services qui sont obligatoires désormais pour les intercommunalités, et potentiellement en 2026 également pour les communautés de communes avec l'assainissement collectif, le SPANC, l'eau potable, service public industriel et commerciaux, la GEMAPI qui est un service public administratif, et s'il y a une relative homogénéité de ces compétences à partir de 2026, en tout cas pour les comités de communes, mais d'ores et déjà pour les comités d'agglomération ou au-dessus, eh bien, force est de constater qu'on va être sur un autre morcellement sur les autres aspects des petits et grands cycles. Si je prends la gestion des eaux pluviales urbaines, la collecte des eaux issues des aires urbaines, mais attention, ça ne veut pas dire que les ouvrages ne sont que dans les aires urbaines, eh bien, cette compétence-là, parfois, elle est transférée à la communauté, comité d'agglomération au-dessus, ou sur option au comité de communes, mais par défaut, c'est une compétence qui, en 2026, restera communale. De même que la défense extérieure contre l'incendie, aucun transfert obligatoire n'est prévu à l'échelon des communautés de communes ou comités d'agglomération. Et en tout état de cause, il y a la question des pouvoirs de police. Donc on voit bien qu'il y a quand même un éclatement. C'est-à-dire que même si le législateur tend à avoir essayé de regrouper, c'est-à-dire que parfois, à tort, on nous dit que les textes de 2014-2015, et bien avant déjà pour les communautés urbaines et métropoles, ont essayé d'organiser une convergence des petits grands cycles autour d'une même entité, ce n'est pas une vérité absolue. On le voit aussi avec toutes les problématiques de ruissellement qui ne sont pas
rattacher des compétences spécifiques qui peuvent être investies sur le champ de la clause de compétence générale par les communes, mais qui peut en cascade être transférée aux communautés qui décident de transférer des compétences de ruissellement et peut-être en cascade à des syndicats. Mais en réalité, on voit bien qu'il y a tout de même un morcellement. Et quand bien même tout serait transféré aux communautés, il y aurait toujours un morcellement. Parce que les communautés correspondent à une réalité, à la cohérence spatiale de vie, souvent, parce que les communautés sont constituées autour de bassins de vie, avec plus ou moins de succès. Mais derrière, nous avons souvent des syndicats. Et on nous a souvent vendu les réformes comme étant aussi une harmonisation par rapport à ces syndicats, avec éventuellement des retraits de syndicats, mais qui ne se sont pas toujours vérifiés, parce que les textes ont changé, mais aussi parce que le bon sens conduisait bien souvent à maintenir ces syndicats qui correspondent à des réalités de périmètre très variables. Un bassin de vie n'est pas forcément un bassin versant. Et du coup, des syndicats à cheval sur plusieurs communautés ont souvent été maintenus, soit parce que de toute façon, ils devaient être maintenus de par la loi, ou même les comités n'ont pas forcément utilisé leur droit de retrait quand c'était possible pour les comités d'agglomération dans l'année suivant le transfert, en simplifiant à grand trait le mécanisme. Eh bien, souvent on a conservé ces syndicats parce qu'il y a une cohérence technique, mais du coup, l'harmonisation globale autour d'une seule entité des compétences, qui n'était pas toujours souhaitable, ne s'est pas réalisée. Du coup, on rencontre évidemment des situations très variables. Absence d'homogénéité d'acteurs, même s'il y a des tentatives de rationalisation, mais également, on va être confronté à plein de situations où la classification d'un ouvrage dans telle ou telle compétence peut être ambiguë. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont chacune de ces compétences, on vous renvoie à ce titre sur d'autres vidéos, on va partir du principe que la notion d'eau pluviale urbaine ou de GEMAPI sont connues. Prenons un premier exemple, un premier cas pratique assez simple celui-ci. Prenons une digue qui protège avec un ensemble d'autres digues des habitations nombreuses, quelques centaines d'habitations. Comment vais-je classifier ces ouvrages-là? Je vous laisse quelques temps de réflexion. Vous aurez répondu probablement la GEMAPI. Et nous sommes probablement effectivement présents dans un système d'endiguement. Encore que la GEMAPI est une compétence que les acteurs doivent investir et regarder en fonction de l'historique de l'ouvrage, en fonction de ce qui est opportun et techniquement réalisable, arrêter des stratégies autour de l'API. Ces digues, on va sans doute les mettre dans un système d'endiguement. Mais peut-être qu'en réalité, les réalités de terrain nous conduisent à exclure cette stratégie par rapport à l'API. Peut-être que le système d'endiguement n'est pas adapté, parce que tout simplement ne fonctionnerait pas dans le contexte particulier. Ou peut-être aussi d'ailleurs que ces ouvrages, ces digues, ont une part de complexité qui fait que certains ouvrages ne seront pas de la pure GEMAPI. Par exemple, si dans l'ensemble des ouvrages, vous avez en réalité aussi à intégrer dans le système d'endiguement une voie de chemin de fer qui fait office de digue ou qui a un impact en tout cas hydraulique, on aura clairement un caractère hybride à cet ouvrage. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, un réseau d'assainissement collectif qui collecte également des eaux de pluie issues des aires urbaines. Je vous donne un petit instant de réflexion. Vous aurez dit assainissement collectif, mais en vous souvenant qu'il y a une circulaire qui organise cette situation-là. Oui, l'ouvrage est majoritairement l'assainissement collectif, mais en réalité, il est hybride. Et c'est quelque chose qui est complètement acquis par les acteurs de l'assainissement, au point même qu'on oublie le caractère hybride de ces ouvrages. Mais il y a une circulaire, alors ce n'est certes qu'une circulaire, mais aujourd'hui c'est la doctrine qui est toujours appliquée, précisant qu'on est dans un cas où il y a un flux financier du budget général vers le budget annexe pour justifier cette prise en charge via le budget général pour la GPU de la quote-part affectée de ces ouvrages à la compétence GPU, même s'ils ont une dominante assainissement collectif. Et là on voit bien qu'en réalité la notion d'ouvrage hybride, elle existe depuis très longtemps. On a souvent tendance en droit et d'un point de vue opérationnel à essayer de tout mettre dans une petite case et une seule, mais en réalité on voit bien que déjà depuis plus de 40 ans, on est confronté à cette difficulté. Presque 50 ans on est confronté à cette difficulté. Et ces ouvrages en sont un bon exemple. Et derrière il y a un autre principe, c'est que normalement, je ne peux prendre en charge au titre de ma compétence que des enjeux qui relèvent de ma compétence. Et c'est encore plus vrai avec le principe de spécialité pour les intercommunalités. Donc, je ne peux pas, quelque part, si un ouvrage est hybride, le faire prendre en charge à 100% par une seule des compétences. La logique juridique doit me conduire au contraire à dire chacun prend sa quote-part. Et c'est ce qui a été mis en place par cette circulaire, et on l'oublie trop souvent, mais ce principe-là, en réalité, il peut se décliner dans plein d'autres situations. Prenons un autre cas. Un bassin de rétention situé en amont des réseaux d'assainissement. Il va collecter des eaux pluviales pour éviter une surcharge de réseau provoquant des inondations par débordement de réseau.
Le marché public a labellisé d'ailleurs les opérations comme étant une lutte contre les inondations. Alors là, on voit bien qu'on est dans une situation complexe. Est-ce que l'ouvrage, c'est de l'assainissement? Oui, mais en fait, il est en amont du réseau. Des eaux pluviales urbaines? Oui, mais les eaux ne sont pas forcément toutes issues des aires urbaines. Et en plus, il y a un marché qui parle d'inondation, donc c'est de la GEMAPI alors peut-être. Figurez-vous que ça fait l'objet d'un contentieux d'ailleurs, et ça fait l'objet d'une décision de justice. L'État considérait par exemple que c'était de la GEMAPI, en raison du marché et du fait que c'était un phénomène d'inondation. Mais le juge a eu une interprétation beaucoup plus stricte. En analysant les situations techniques qu'on lui a fait valoir, eh bien, il s'avérait que c'était plutôt de la GPU, parce qu'en fait, il s'agissait de protéger le réseau. La destination principale et immédiate, directe, c'était la protection du réseau. Une intervention donc plus au titre de la GPU pour éviter en fait que le réseau ne soit plus conforme à sa destination, qui est de collecter les eaux d'assainissement et, en l'espèce, pouvoir collecter les eaux pluviales des aires urbaines en situation de crise. Donc là, vous voyez, le juge a tranché en faveur d'une qualification. Est-ce que le juge aurait accepté une situation hybride où on dit finalement cet ouvrage il est mixte, je le prends en charge à 70% au titre de la GPU, c'est la dominante, mais un petit peu aussi par rapport à la GEMAPI. Alors ça à voir parce que le juge a bien insisté sur le caractère indirect qui exclut la GEMAPI. Mais est-ce que j'aurais pu le prendre en charge aussi au titre de l'assainissement parce que ça évitait aussi la surcharge du réseau d'assainissement en situation de crise? Probablement que le juge aurait accepté ce caractère hybride au moins GPU, GEMAPI et peut-être même ruissellement si on considère qu'il y avait des eaux qui arrivaient en ville mais qui n'étaient pas issues elles-mêmes des aires urbaines. Donc vous voyez, c'est un aspect important et un enseignement de cette décision, c'est que à trop vouloir parfois de tout faire rentrer dans une case, on peut se retrouver à se fâcher, alors qu'en réalité, parfois le plus simple, c'est de jouer sur le multiclassement qui permet du coup d'avoir une dominante, mais bien une affectation principale vers le service. Ensuite, dernier cas, un bassin de rétention qui collecte des eaux de voirie et de toiture d'un lotissement. Alors là, qu'allez-vous vous dire? Je vous laisse réfléchir. Probablement, vous allez me dire que c'est de la GPU. Oui, de prime abord. Mais, autre enseignement à tirer de tout ça, c'est que vos compétences, les compétences d'acteur public, portent principalement sur les ouvrages publics. Alors, on peut évidemment faire passer des ouvrages du privé vers le public. On le connaît notamment sur la définition des systèmes d'endiguement GEMAPI. Mais, là, si ça se trouve, le lotissement n'a pas cédé les ouvrages, et on est peut-être dans un cas où il y a une association syndicale de lotissement, et en réalité, on est peut-être dans un ouvrage privé. Certes, ça récupère des eaux pluviales urbaines, mais ce n'est pas forcément le service public de gestion des eaux urbaines. Enfin, autre exemple, une voirie départementale, directement sur les berges d'un fleuve. Sous cette voirie, il y a des réseaux. Le long de la voirie, il y a des renforcements, car l'ensemble protège, en cas de montée des eaux du fleuve, les habitations qui, elles, sont en contrebas. Là, on fait quoi? On ne va pas attendre trop longtemps pour la réponse. Vous ne trouverez pas une classification unique. On est dans une situation complexe, complexité absolue. C'est de la voirie. Les accessoires de voirie, même si les eaux publiques, par exemple les eaux de ruisse qui sont collectées sont que des eaux de voirie, il n'y aura pas forcément de la GPU, ce sera peut-être l'accessoire de la voirie. Mais derrière ça, il y a bien de la GEMAPI, il y a bien un enjeu PI. Vous êtes peut-être même sur des problématiques de domaine fluvial, et dans le cas qui nous a inspiré, on est dans une situation où il y a un port à proximité, et donc le trafic fluvial a des incidences en termes de dégradation, et les réseaux derrière, qui eux-mêmes ont peut-être aussi des incidences sur la conservation des ouvrages. Et en réalité, c'est là où je veux en venir, c'est typiquement le genre de situation qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui, plus on avance sur la mise en œuvre de la GEMAPI ou des compétences, et en fait, souvent on vient nous voir en nous disant « mais finalement, je rentre dans quelle case ?» Et nous, notre réponse en tant qu'avocat est de dire « parlons technique, quelle est la finalité de l'ouvrage ?» Et à nous de comprendre la situation. Et bien souvent, quand on n'arrive pas à trouver une seule classification, c'est probablement en fait qu'il y a plusieurs classifications. Et qu'une même opération, un même ouvrage, eh bien, il faut accepter qu'il est hybride. Et qu'il est affecté peut-être à plusieurs compétences. La question devient du coup plutôt d'identifier, oui d'accord, mais à quelle compétence et dans quelle proportion? Alors justement, cette histoire de proportion, comment je peux apprécier si un ouvrage va être une dominante assainissement collectif, GPU, quelle est la part de chacun? Il n'y a pas de solution absolue, il n'y a pas une grille qui existe en la matière. Pour nous, il faut appliquer la méthode suivante. D'abord, il faut essayer d'identifier la finalité de l'ouvrage. Si vous n'arrivez pas à le rattacher à 100% sur de l'eau potable ou de l'assainissement ou de la GPU ou que sais-je, c'est que probablement il y a ce caractère hybride. Il faut être pragmatique.
Vous savez, en cas de contentieux, que fera un expert? Un expert judiciaire, il identifiera la succession des causes et un petit peu la part de chaque événement, la part de chaque acteur par rapport à un sinistre. C'est la même démarche et c'est celle que le juge applique aussi dans tout un ensemble de jurisprudence. Le vrai danger qui est lié à un sinistre, étant lié à des situations orphelines, ne laissez surtout pas pourrir une situation. Il n'y a rien de pire qu'une situation où il y a un ouvrage qui n'est plus entretenu parce que tout le monde se renvoie la balle, alors que si on se met autour de la table, on se met d'accord pour dire « Ok, moi je suis un peu responsable, mais pas beaucoup, mais ok, je finance à hauteur de mes enjeux à moi. » Un autre acteur qui dit ah, « Moi je ne veux pas payer pour les autres, je reconnais que je suis à 60% l'auteur, mais pas les autres. » Ça permet de débloquer des situations, d'éviter des situations orphelines, et du coup de pouvoir avoir un plan de financement sur un ouvrage, son entretien, son évolution. Ça évite des sinistres qui coûteront sans doute beaucoup plus cher demain si on n'entretient pas l'ouvrage, sans compter le risque pénal si l'ouvrage derrière fait courir des risques, par exemple à une population ou des risques de pollution. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en fait, il y a plusieurs outils dont vous disposez pour pouvoir accompagner ces situations hybrides d'ouvrage. D'abord, prenez cet exemple qui a été fait pour un client sur la GPU. La GPU, on peut, dans une certaine mesure, arrêter des règles. Et de plus en plus des territoires adoptent des délibérations, des règlements, on peut appeler ça un peu comme on veut, qui fixent un cadre en disant, bah voilà, dans le cadre de ma compétence, voilà ce que je fais et voilà ce que je ne fais pas. Ça permet d'avoir un partage entre les acteurs. Alors évidemment, il est mieux de co-construire cet outil-là. Mais c'est très intéressant, ça permet aussi, si demain il y a un contentieux, de pouvoir le rendre opposable plus facilement. C'est un acte qui a été adopté par la commune, par la communauté. Voilà. Ça permet aussi autre chose. C'est que ça permet de regarder son territoire, de lancer un débat. Et ça permet aussi, si on est dans une réflexion de transfert de commune à communauté, de fixer aussi ce que je ne prends et ne prends pas. Ce que je considère de relever la compétence. Je ne peux pas faire dire n'importe quoi à ce genre de tableau. Je suis obligé quand même de regarder la jurisprudence, de regarder les textes, mais ça permet tout de même, sur toutes les zones qui ne sont pas bien traitées par les textes, de se faire une doctrine locale. Et derrière, du coup, d'adapter aussi l'évaluation du transfert de charges, qui est un sujet très sensible, notamment sur les compétences comme la gestion des eaux pluviales urbaines, et du coup d'arrêter là aussi une stratégie et une notion de transfert de charges qui soit juste au regard de la situation du territoire. Après, il existe plein d'autres outils avec lesquels on peut jouer pour assurer un peu cette gestion. Évidemment, une première stratégie, c'est de rationaliser le panorama institutionnel, les compétences, éviter trop de morcellement et de s'assurer du coup qu'on peut avoir un jeu d'écriture éventuellement interne à la collectivité ou à l'EPCI sur la répartition des charges, mais une unicité de gestion à travers les services de la communauté par exemple. Mais on peut aussi évidemment travailler sur des mutualisations avec les différents acteurs. Alors, premier axe qui peut être retenu aussi d'ailleurs, c'est vous avez parfois certaines communautés qui ont l'ensemble des compétences, qui commencent à se doter de régies uniques qui portent l'ensemble des compétences. Petite remarque, c'est une régie de la simple autonomie financière. L'astuce, en fait, c'est d'avoir autant de régies qu'il y a de services, mais même directeur, même conseil d'exploitation. En revanche, si je suis sur des régies personnalisées, comme vous le savez sans doute, je ne peux faire qu'une régie personnalisée autour des compétences eau, assainissement, GPU, mais il y a des astuces pour leur confier la GEMAPI, par exemple, consistant à avoir un conventionnement vers la régie, de la communauté à sa régie, par exemple, ou si c'est un syndicat, du syndicat à sa régie, pour pouvoir avoir l'unité de gestion, notamment au niveau des agents, évidemment. Mais après, vous avez plein d'autres outils qui permettent de porter les opérations complexes. Et notamment la convention de superposition d'affectation, qui existe sous plusieurs formes. On citera celle du Code de la propriété des personnes publiques qui est plus générique, et celle plus spécifique de la GEMAPI dans le cadre notamment des systèmes d'endiguement, mais qui permettent de désigner quand un ouvrage est hybride, un maître d'ouvrage principal et d'autres affectations supplémentaires qui vont venir se greffer dessus. Et cette convention organise en fait le rôle du maître d'ouvrage principal, ce qui permet d'avoir toujours un chef de file, mais également comment se répartissent les coûts de fonctionnement, les investissements, comment on fait évoluer la structuration. Je peux coupler à ça aussi d'ailleurs une forme d'outil de pilotage qui peut être l'entente intercommunale, qui n'a pas de personnalité juridique, mais qui permet tout de même de se créer une structure qui se réunit périodiquement avec des règles globales de répartition de rôles qui peuvent être très intéressantes et qui sont souvent utilisées, par exemple dans les déchets pour la gestion commune à l'échelle
2 syndicats et d'une communauté la gestion d'un centre, d'unité de traitement type UVE. Après, on a encore d'autres formes de coopération. On va pas toutes les égrener. Mais par exemple, je peux envisager des services communs avec mes communes ou entre communautés qui permettent d'avoir une forme de coordination, un pilotage. Je peux aussi recourir à des conventions de gestion qui permettent pour gérer une situation particulière. J'ai par exemple une communauté et un syndicat au titre de la GEMAPI. Je peux passer des conventions de gestion qui permettent de confier à la structure GEMAPienne la quote-part de services qui relèvent des compétences non transférées et ainsi avoir une unité de pilotage en disant ça, ce petit aspect, oui, un petit côté GPU, mais je te le confie par convention. Comme ça, un seul pilote. Et moi, je gère pas ça. Je prends à charge, évidemment, ma quote-part, mais j'ai transféré les responsabilités à un maître d'ouvrage unique. Et il y a plein d'autres outils. On peut jouer avec les servitudes de passage, les mises à disposition simples, des simples prestations de services. Mais attention là-dessus, au flux financier, au risque de mise en concurrence. Les conventions d'occupation aussi, évidemment. Voire même les fonds ou offres de concours en fonction des situations dans lesquelles je me trouve, ou des mécanismes de subvention. Il existe plein d'outils. Chaque outil ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il faut toujours s'appuyer évidemment sur les réalités de terrain, le besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un outil de long terme ou de court terme? Il faut piocher, il faut regarder, il faut jouer un petit peu au qui est en éliminant peu à peu les hypothèses pour retenir le bon outil adapté à mon territoire, à mon projet, à mon ouvrage. Mais aujourd'hui, avec l'arsenal juridique dont on dispose, il y a plein de situations, il y a plein d'outils qui permettent de gérer toute la diversité des situations qu'on rencontre sur le territoire. Le tout étant finalement de les sélectionner, de les regarder, de créer ce dialogue entre le technique et le financier, de se mettre d'accord sur le financier parce que quand même c'est souvent là que ça bloque, et ensuite, je dirais de formaliser tout ça et d'avancer. Mais il n'y a pas une situation à laquelle il n'y aurait pas de réponse. En conclusion, on voit bien, il y a plein d'outils et il y a plein de situations différentes. Chaque situation est différente. En substance, je dirais que le plus important, c'est de créer le dialogue entre le juridique et le technique, se poser les bonnes questions, mettre autour de la table les acteurs concernés, se mettre d'accord sur la répartition des rôles et identifier un chef de file, très important. Il faut un pilote dans l'avion. Et ensuite, je dirais que le choix de l'outil va couler de source en jouant par élimination. Et évidemment, on ne va pas se mentir, la question, elle reste souvent aussi financière. Et c'est le point, évidemment, qui est parfois le point bloquant. Néanmoins, si vous rentrez dans cette démarche-là d'expérience, la question financière, elle finit par se débloquer. Retenez aussi une chose dans le choix des outils, évidemment, regardez quels sont les financements, les partenariats qu'on peut avoir. Il va de soi qu'il faut aussi adapter sa stratégie et ses outils aux situations les plus optimales en termes de financement, par exemple de l'agence de l'eau. Il est inutile de mettre en œuvre un outil bancal qui ne correspondrait pas aux attentes de l'agence de l'eau, alors qu'un autre outil permettant un meilleur pilotage bénéficiera peut-être de meilleurs accompagnements venant des organismes partenaires du secteur public. Voilà, bon courage dans la mise en œuvre de tous ces outils et dans l'identification de vos situations complexes. À bientôt!